mon chers amis. Voilà, mettez-vous en ligne en se laisser. J'espère que ça va. J'espère que ça va. Mettez-vous en ligne. 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 Est-ce que vous me recevez? Pour ceux qui me reçoivent, qui me fassent aussi. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Faites-moi signe si vous me recevez. Vous ne recevez rien? Est-ce que le son est bon? Le son. Ok, donc il y a un qui dit 565, donc ça veut dire ça va très bien. Le son va très bien. Ok, donc regardez souvent vos téléphones déconnent, hein, parce que j'ai changé d'appareil et tout. Et s'il y a toujours problème de son, c'est que ce n'est plus à mon niveau. Vous comprenez? Voilà, donc il y a deuxième qui dit 10 sur 10. Donnez-moi mes étoiles qui étaient ici, chers parents, chers frères. Voilà, donc je vais vous expliquer ce qui est arrivé aujourd'hui en Ukraine. C'est très important. Alors, mais avant d'arriver sur l'Ukraine, j'aimerais parler un peu de la Côte d'Ivoire. J'aimerais parler un tout petit peu de la Côte d'Ivoire. C'est juste une suggestion aux autorités ivoiriennes. C'est très important concernant la politique monétaire ou économique du pays. C'est très important. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable gars complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon. Appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino Camari de Zoula Moudja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de ce drone qui a été abattu par un Sukhoi 27 au-dessus de la mer Noire. Mais avant d'y arriver, j'aimerais parler un peu de la politique du RADP, précisément de son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. J'aimerais parler un peu. Vous savez, en Afrique, on a une politique monétaire qui fait que nos pays africains ne décollent pas. Je répète, en Afrique, on fait une politique monétaire qui fait que nos pays africains ont du mal à décoller et nous souffrons. Je prends l'exemple de ceux qui s'en vont prendre des prêts dans des banques. Est-ce que vous comprenez? Je prends un exemple. Parce qu'on va aller sur la base du fonctionnement des différentes banques du monde entier. Imaginons, mon frère, tu veux te marier. Tu n'as pas les moyens adéquats pour financer ton mariage. Tu croises ton conseiller bancaire et tu lui suggères la situation. Tu lui dis, ah, monsieur mon conseiller, j'ai besoin d'un prêt parce que tu as un travail, tu as un CDI qui te permet de demander des prêts auprès de ton banquier. Il dit, mais tu as besoin de combien? Tu dis, ah, j'ai besoin de 20 000 euros ou 20 000 dollars. L'objectif, c'est de financer mon mariage. Est-ce que vous comprenez? Ok. Ils vont regarder si tu mérites ce prêt ou non. Après analyse, ils vont dire, bon, oui, tu mérites ce prêt. Ils vont te dire, mais avant qu'on ne te donne ce prêt, il y a des pourcentages. C'est-à-dire, on te donne ce prêt, mais le remboursement, il faudrait que tu nous rembourses à 2% ou 3% de ce qu'on t'a donné. Donc, s'ils te donnent 20 000 dollars ou 20 000 euros, en retour, tu ne dois pas donner les 20 000 euros secs. Non, tu dois les donner au moins
23 000 ou 25 000 euros. Est-ce que tu es d'accord? À toi de décider. Là, eux, ils te donnent les 20 000 euros. Tu as besoin de ça dans l'immédiat. Ils disent qu'il n'y a pas de souci. Mais en retour, là, il y a des intérêts que tu dois nous donner. Donc, nous, on te donne 20 000 euros. Mais en remboursant, tu dois donner 23 000 ou 25 000 euros en retour. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Tu signes. Ils signent, ils te donnent les 20 000 euros. Donc, en retour, là, tu dois savoir que les 20 000 euros que tu prends, lorsque tu vas rembourser l'argent de la banque, ce n'est plus 20 000 euros que tu vas donner, mais c'est 25 000 euros que tu donneras. Et c'est dans ça, les banques gagnent leur argent. C'est pourquoi les banques ne tombent pas. Parce que quand elles te prêtent, elles ont des intérêts. Est-ce que vous comprenez? Donc ces intérêts-là enrichissent les banques et font fonctionner les banques. Je prends le cas des pays africains. Nous, pays africains, et Alassane Ouattara, il est mieux placé. Il a travaillé au FMI. Il est mieux placé pour connaître ce système. Et ce système a été utilisé par le Japon, la Chine, pour se développer. Pourquoi en Afrique, on n'applique pas ces mêmes systèmes? Je m'explique de quel système je parle. En Afrique, on a coutume, ou bien on a l'habitude d'aller demander de l'argent auprès du Fonds monétaire international, appelé le FMI. Ou bien auprès de certains pays partenaires. Parce que, soi-disant, nos économies ne vont pas bien. Donc, on passe notre temps à aller demander du crédit. Et Alassane Ouattara, c'était réellement un bonheur pour la Côte d'Ivoire. Parce que lui, il a la facilité de demander de l'argent et on lui donne. Donc, lui, quand il demande, on lui donne. Donc, c'était déjà un bonheur. S'il voulait appliquer une telle politique en Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire allait émerger dans un délai de 5 ans. La Côte d'Ivoire allait dépasser même l'Afrique du Sud. De quelle politique il s'agit réellement? Imaginons une Côte d'Ivoire dirigée par Alassane Ouattara qui va auprès du Fonds monétaire international, le FMI. Est-ce que vous comprenez? Le FMI. La Côte d'Ivoire dit au FMI, j'ai besoin réellement de 50 milliards de dollars ou bien de 20 milliards de dollars pour booster l'économie de mon pays et faire décoller mon pays. Est-ce que vous comprenez? 20 milliards de dollars. Une vraie négociation, et je parle de vraie négociation. Donc 20 milliards de dollars, ça fait beaucoup de milliards de francs CFA, n'est-ce pas? Ok. Mais en réalité, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de 20 milliards de dollars. Peut-être elle a besoin de 10 milliards de dollars pour faire certaines choses dans son pays. Mais arrivé là-bas, là, elle fait croire au FMI qu'elle a besoin de 20 milliards de dollars. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils vont débattre. Et comme l'homme qui dirige le pays, il a la confiance des gens, de ses partenaires, ils vont dire, bon, la Côte d'Ivoire a les moyens de rembourser cet argent. Donc, on donne les 20 milliards de dollars à la Côte d'Ivoire. Mais il y aura des intérêts. Donc, la Côte d'Ivoire va rembourser des intérêts au FMI. Donc, le FMI dit, bon, on donne 20 milliards de dollars à la Côte d'Ivoire. Mais en retour, la Côte d'Ivoire doit nous donner 30 milliards ou bien 25 milliards de dollars. Donc, les intérêts. La Côte d'Ivoire dit, il n'y a pas de souci. Elle prend cet argent. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez-moi très bien. Elle prend cet argent. La Côte d'Ivoire prend cet argent. Arrivé en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire divise cet argent en deux parties. Elle prend 10 milliards de dollars et écarte les autres 10 milliards de dollars. Donc, elle prend 10 milliards de dollars pour investir dans le pays, financer des entreprises, financer des sociétés, créer des sociétés consorts pour créer de l'emploi au sein du pays. Et ces sociétés vont générer de l'argent et cet argent, le bénéfice, la Côte d'Ivoire va rembourser chaque année, chaque année. Est-ce que vous comprenez? Auprès du FMI.
Ça, c'est un autre cas. Donc, les 5 milliards de dollars multipliés en francs CFA, ça fait beaucoup de milliards de francs CFA. Donc, ça peut construire beaucoup de sociétés au sein du pays. Et ces sociétés vont employer des gens, des jeunes. Mais le reste des 5 milliards de dollars qui restent, non, le reste des 10 milliards de dollars qui restent, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire va faire avec? On sait qu'en Afrique, ce ne sont pas tous les pays africains qui ont eu une chance auprès du Fonds monétaire international pour aller demander du crédit. On sait aussi qu'en Afrique, tous les pays africains n'ont pas les mêmes relations que chaque pays africain qui, par exemple, d'autres ont des bonnes relations avec leurs partenaires internationaux. Donc, d'autres, on leur donne du crédit facilement, mais d'autres, on refuse de leur donner du crédit. Donc, la Côte d'Ivoire, en tant que pays pilier de l'Afrique de l'Ouest, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire fait? Les autres 10 milliards que la Côte d'Ivoire a réservés, la Côte d'Ivoire maintenant demande aux autres pays de la sous-région. La Côte d'Ivoire a des fonds. Quel pays qui veut un financement de la part de la Côte d'Ivoire ou bien qui veut un prêt? Est-ce que vous me comprenez très bien? Donc la Côte d'Ivoire demande maintenant aux autres pays de la CEDEAO, les pays qui veulent des prêts, parce que ces pays peut-être n'ont pas la chance d'avoir des prêts auprès du Fonds monétaire international, auprès des Occidentaux, auprès des Chinois, auprès des Américains. Et donc leur économie stagne, leur économie ne sont pas bonnes et ils ont besoin des prêts pour booster leur économie. Donc la Côte d'Ivoire, ayant cet argent, demande aux autres pays, est-ce que vous voulez des prêts? Quel pays qui ne veut pas de prêts? Les pays africains, là, eux tous, ils vont courir, on veut des prêts. Bon, donc la Côte d'Ivoire devient le patron de la sous-région. Et quand tu as l'argent, eux tous, ils vont venir. Donc tu dis, bon, toi, tu veux combien? Tu as 10 milliards de dollars dans les caisses. Ils ne vont pas te dire, il faut donner 1 milliard de dollars. D'autres même vont dire, on veut 50 millions de dollars. Donc 50 millions de dollars, ça fait beaucoup de milliards de francs CFA. Donc ça peut booster leur économie. Donc l'autre pays va dire, ah, si tu pouvais nous aider 100 millions de dollars, ok, il n'y a pas de souci. Dans les 100 millions de dollars que je vais vous donner, il y aura des intérêts. Donc je te donne 100 millions de dollars, mais en retour, tu dois me donner avec intérêt au moins 120 millions de dollars. Est-ce que tu es d'accord? Mais ils sont dans le besoin. Ils sont dans le besoin. Ah tiens, le besoin est là. Donc, ils vont dire oui. S'ils disent oui, vous signez des documents entre État. Donc, tu donnes 100 millions de dollars. En retour, l'État à qui tu prêtes les 100 millions de dollars doit te rembourser avec une somme de 120 millions de dollars ou bien 130 millions de dollars. Qu'est-ce qui se passe? Donc, au lieu de gaspiller les 10 milliards de dollars ou détourner ça, la Côte d'Ivoire maintenant prête, donne de l'argent aux autres pays. Même on peut aller même au-delà de la Côte d'Ivoire. On peut financer les pays de l'Amérique latine. On peut financer trucs. Et ils ne vont pas prendre notre argent pour mettre la... Non. Il y a la justice internationale, on peut les poursuivre au cas où ils veulent détourner. Donc, ils vont rembourser. Donc, la Côte d'Ivoire maintenant finance les autres pays avec intérêt. Et donc, ce sont ces intérêts-là qui vont s'ajouter sur ça. Ces intérêts, vous savez, chaque pays à qui on a prêté de l'argent, chaque pays va donner des intérêts. Intérêts. Non seulement ils nous donnent, mais ce sont les intérêts-là, ils vont continuer à payer. Et ils vont continuer à payer ça pendant longtemps. Donc, ça va faire que les années à venir, la Côte d'Ivoire ne va plus passer son temps à aller demander du crédit auprès du FMI. Donc, ce sont ces intérêts-là que la Côte d'Ivoire maintenant va prendre pour investir dans son propre pays. Investir dans son propre pays. Et la politique ivoirienne, la Côte d'Ivoire sera respectée dans la sous-région, puisque c'est elle qui finance. Donc les autres pays vont se soumettre à elle. Est-ce que vous comprenez? Et donc c'est la Côte d'Ivoire qui va tracer la politique des autres pays. Et on va devenir influent. C'est ce que les Chinois ont fait. Ils ont demandé des prêts auprès du FMI. Ils ont dit on voulait des milliers de trucs. Et quand les Américains ont donné beaucoup d'argent aux Chinois,
Qu'est-ce que les Chinois ont fait? Ils ont pris cet argent, ils ont divisé ça par deux. Ils ont pris une partie pour financer des projets en Chine. L'autre partie, là, ils ont prêté ça à des pays africains, à des pays de l'Amérique latine et à des pays asiatiques, avec intérêt. Et chaque année, ces pays-là payaient des intérêts. Et ce sont ces intérêts-là, la Chine, non seulement prenait pour rembourser aux Américains. Est-ce que vous comprenez? L'argent que la Chine a prêté là, les intérêts, la Chine prenait ça pour rembourser aux Américains. Et l'autre partie, elle construisait la Chine. Maintenant, elle a fini de payer sa dette. Et la Chine est devenue forte. Et ça a commencé à faire. Et c'est ce que les Européens font. Quand ils vous donnent des prêts, là, ils font comment? Ils ne vous demandent pas des trucs, des intérêts dessus. Mais c'est ce qu'ils font. Donc, nous aussi, on peut jouer le même jeu, mais pas sur le même terrain. Vous pensez que chaque pays qui prête de l'argent à un autre pays, c'est du business. Il te donne l'argent, mais il veut gagner. Donc, c'est ce jeu-là qui joue. Nous aussi, on peut jouer le même jeu, mais pas sur le même terrain. On peut jouer le même jeu, mais sur un autre terrain. Pourquoi nous, les Africains, on ne fait pas ça? Quand on nous donne tout l'argent, on prend tout, on ne pense pas à ça, on dépense tout, et puis c'est notre propre pays maintenant qui va travailler seul pour tout rembourser. Pourtant, on peut prêter de l'argent à d'autres pays, et ces pays-là vont rembourser avec des intérêts, et ce sont ces intérêts, on prend, on rembourse le crédit, et le reste, ça appartient à notre pays. Donc, je pense que c'est comme ça, un pays qui veut se développer doit appliquer une telle politique. Et c'est comme ça les Américains avaient fait. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, quand l'Europe avait été détruite, les Américains ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Les Américains ont fait quoi? Ils ont donné des prêts aux Européens. Les Européens se sont construits, mais ils ont remboursé avec intérêt. Mais les Européens, ils étaient intelligents. Ils n'ont pas pris tout cet argent pour construire l'Europe seul. Ils ont pris une partie pour prêter aussi aux Africains. Et ils ont dit aux Africains, mais vous allez nous rembourser avec intérêt. Voilà pourquoi, depuis on se plaint là-bas en Afrique, l'Europe nous malmène. Oui, mais c'est comme ça. C'est le monde, on doit accepter. Maintenant, si on ne veut pas accepter, il faudrait qu'on applique la même stratégie, mais sur un autre terrain. Donc, voilà un peu ce que je voulais suggérer à nos États et surtout à l'État ivoirien. Revoyez la politique monétaire, la politique économique. Changez de politique sur ce côté-là et essayez d'étudier. Comme vous êtes économiste, vous pouvez rentrer en profondeur pour étudier ce que je dis. Je pense qu'un vrai économiste qui m'écoute, il sait de quoi je vais parler. Et donc, étudiez ça et revoyez votre politique. Peut-être en apprêtant ce chemin-là, ça peut rapporter beaucoup d'argent à la Côte d'Ivoire. Donc, j'en ai fini avec la Côte d'Ivoire. Maintenant, aujourd'hui, vous avez appris que l'aviation russe a abattu un drone RQ-9 américain. Donc, un drone RQ Reaper. On appelle ça Reaper. C'est un drone d'espion et aussi d'attaque. Il faudrait que ça soit clair. C'est un drone qui pèse 20 tonnes. Donc, c'est un appareil qui est lourd. Ce n'est pas un petit appareil. Alors, les Américains disaient que non. Ce drone était au-dessus des zones neutres, c'est-à-dire dans la mer Noire. Donc, ce drone opérait. D'habitude, le drone, souvent, ce n'est pas la première fois qu'il opère dans la mer Noire. Sa base se trouve en Italie, souvent. Et donc, il quitte en Italie pour aller opérer au-dessus de la mer Noire. À chaque fois que vous remarquerez, ce drone coordonne ses opérations avec les attaques ukrainiennes sur la péninsule appelée la Crimée. En fait, le drone n'était pas là pour danser zigribiti. C'est un drone qui collectait les informations. À chaque fois que ce drone venait au-dessus de la mer Noire
pour collecter des informations. Le lendemain, les Ukrainiens attaquaient en Crimée avec d'autres drones ou avec des missiles pour viser des bases militaires russes en question. Donc, c'est un drone collecteur de trucs d'informations et aussi, c'était un drone aussi qui écoutait la radio, les fréquences radio de l'armée russe basée en Crimée pour déchiffrer les codes et voir si il était un truc capable de dévier les systèmes de défense russes qui étaient placés en Crimée, en fait. Les emplacements des systèmes de défense et aussi voir où étaient situés, par exemple, les dépôts d'armes russes en Crimée et aussi les bases militaires russes en Crimée. Suite à ça, après avoir fini de collecter les informations, ce drone, c'est-à-dire ceux qui pilotent ça, ils transmettent les informations aux Ukrainiens. Et pendant l'attaque, ce drone encore survole l'espace aérien, c'est-à-dire au-dessus de la mer Noire, coordonne les opérations avec les attaques ukrainiennes. Pendant que le drone il est là, c'est lui qui dirige les autres drones que les Ukrainiens lancent, puisque ce sont des drones marque made américaine, marque américaine ou européenne ou truc. Donc, ils coopèrent ensemble. Alors, ce drone était en train de collecter des informations. Et les Russes ont remarqué qu'à chaque fois que ce drone vient, les heures qui suivent, il y a des attaques en Crimée. Alors, Poutine a conclu, c'est lui qui a décidé, il a donné l'ordre à son état-major des armées pour dire qu'il ne faut plus qu'il laisse ces gens d'appareils collecter des informations et coopérer avec les forces ukrainiennes pour bombarder la Crimée. Et que la prochaine fois, qu'il empêche ces gens d'appareils. Alors, voilà pourquoi l'armée russe s'est engagée à ne plus laisser les appareils américains. Ce n'est pas seulement les appareils américains, il y a aussi souvent les appareils français qui survolent ce côté-là. Donc, ils ont décidé de ne plus les laisser opérer, de ne plus les laisser transmettre des informations aux Ukrainiens pour bombarder la Crimée. Puisqu'ils ont été clairs, les Occidentaux, ils ont dit leur objectif, c'est de pousser les Ukrainiens à bombarder la Crimée sauvagement pour pousser Poutine à négocier. Or, Poutine, pour lui, la Crimée fait partie de la Russie. Et donc, attaquer la Crimée massivement, c'est comme s'ils agressaient directement la Fédération de Russie. Et que ce ne sont pas les zones occupées Donetsk ou Donbass. Non, 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 non. Pour lui, la Crimée fait partie de la Russie. Et il est hors de question qu'il y ait des attaques massives sur la Crimée. Attaquer massivement sur la Crimée, c'est comme s'ils attaquaient directement la Russie. Et donc, d'où l'intervention de la Russie, puisque les radars russes ont localisé le drone. Le seul missile qui pouvait frapper ce drone, c'est le missile S-400 qui a une longue portée. Mais ils n'ont pas voulu utiliser ce missile pour ne pas que les Américains découvrent les caractéristiques de ce missile. Donc, ils n'ont pas voulu utiliser ça. Alors, dès lors qu'ils ont repéré le drone, le radar a détecté le drone, l'état-major russe a donné l'ordre à 2 avions Sukhoi 27 qui étaient dans la zone d'aller intercepter le drone. Et c'est comme ça, les 2 avions ont décollé pour chasser le drone. Ils ont abattu le drone. Il n'y a pas eu de collision. Ce sont des mensonges. Il n'y a pas eu de collision. En fait, ce qu'ils disent, collision, c'est une manière de dédramatiser la situation. Parce que s'ils disent aux Occidentaux qui comptent sur les Américains pour les protéger, est-ce que vous comprenez que la Russie a abattu un drone américain? C'est comme si, et que l'Amérique ne disait pas que non, il aura eu une riposte contre la Russie. Ils vont dire, mais nos amis américains qui veulent nous protéger, les Russes s'apprennent à leur bijou, qui est très coûteux, et puis ils disent rien, et ils disent même pas que non, ils vont riposter. Donc, alors, si c'est le cas,
On ne va plus trop compter sur eux parce qu'eux-mêmes, on a l'impression qu'ils ont trop peur des trucs des Russes. Donc, qu'est-ce qu'ils disent pour apaiser la situation? Ils disent non, hein, les pilotes russes ont agi de façon ils réfléchissent de façon imprudente et ceci, cela. Et l'avion a percuté les hélices arrière. C'est du n'importe quoi. Un drone qui pèse 20 tonnes, si le Sukhoi 27 percutait les hélices, le Sukhoi lui-même, il allait se mettre en danger. C'est-à-dire le pilote lui-même, il allait se mettre en danger. Et c'est du kérosène qui est dans l'avion. Ça allait prendre feu. Ou bien ça allait être aussi endommagé. Mais l'avion n'a pas été endommagé. L'avion a abattu le drone. Pourquoi 2 avions ont décollé? 2 avions ont décollé parce qu'au cas où il y aurait un autre avion qui venait au secours du drone, ils allaient livrer un combat aérien. Parce que les avions russes étaient prêts quand ils décollaient. Ils étaient prêts à en découdre au cas où il y avait un autre avion de l'OTAN qui venait secourir le drone. Voilà pourquoi ils sont partis à 2. Donc un a abattu l'autre. Donc l'autre faisait la couverture pendant que l'autre était en train de tirer sur le drone. Le drone était armé de missiles à longue portée. Ce n'était pas un drone désarmé, comme les gens veulent le faire comprendre. Le drone était armé. Il n'était pas là pour jouer des fleurs. Il était armé. Est-ce que vous comprenez? Donc ce drone, s'il était là, collectait uniquement des informations. Les missiles à longue portée que le drone portait, c'était pour faire quoi? C'était pour faire quoi? Donc il est venu dans l'intention de dire non, au cas où les Russes feraient truc, on peut aussi tirer sur. Voilà pourquoi ce drone portait des missiles à longue portée. Des missiles air-air, des missiles air-sol que ce drone portait. Et donc ce drone a été neutralisé, il est tombé au sein de la mer. Faut pas, ils vont dire les Américains ont détruit leur propre appareil. Puisqu'il n'y a pas un système d'autodestruction au sein de chaque drone, pour dire si le drone est en danger, voilà, le pays à qui appartient le drone, le pays peut exploser, faire exploser le drone en l'air. Non. Il n'y a pas un système programmé autodestruction au sein du drone. Donc les gens doivent le savoir. Donc cette propagande européenne que vous attendez, comme quoi il y a eu collision entre un avion russe et un drone américain, c'est du n'importe quoi. Le drone a été abattu. Il y a un média américain qui a été clair là-dessus. Associated Press a dit bel et bien que l'aviation russe a bel et bien abattu le drone. Ce n'est pas une collision. Et donc, il faudrait que les gens le sachent. Les médias européens, ceci, cela, sont des médias qui mentent. Voilà, ce sont des prétextes qu'ils ont trouvés pour ne pas que les gens se fâchent pour dire non, pourquoi l'Amérique, on ne riposte pas, ceci, cela. L'ambassadeur de la Russie aux États-Unis a été convoqué pour dire pourquoi les Russes ont abattu le drone américain. Oui. C'est ce drone-là qui informe les forces ukrainiennes en fait. Ils ont des avions radars et ces drones qui collectent des informations, l'emplacement des troupes russes. Parce que quand les satellites ne font plus rien, alors ils utilisent les drones, ils utilisent les avions radars volants pour donner des informations aux troupes ukrainiennes. C'est ce qu'ils font. Donc la Russie ne veut plus que ce jeu dure. Voilà pourquoi c'est un avertissement pour dire la prochaine fois, on abat un drone, mais la prochaine fois, c'est votre avion AWAC. PQ 8, c'est ce qu'on va abattre. Donc, c'est un avertissement pour leur faire comprendre les Anglais, les Anglo-Saxons qui sont les Anglais, parce que ils avaient avant le drone, ils avaient raté un avion de renseignement anglais. C'était le même Sukhoi 27 qui s'était décollé pour aller intercepter et avait voulu abattre l'avion de renseignement anglais. Et cet avion avait fui. Et les Anglais avaient crié. Oh, les Russes ont voulu abattre notre avion. Donc, ils n'avaient pas agi, mais c'était un avertissement. Et donc, depuis ce jour, les Anglais, eux, ils ne viennent pas. Donc,
Les Américains les ont remplacés pour dire, bon, vous, parce que votre pays, voilà pourquoi la Russie montre les muscles. Donc, nous, Américains, on va aller. Ils vont rien faire, non. Ils ont abattu ça pour leur faire comprendre que non, là où ils sont. Parce que les Européens doivent comprendre. Les Russes, pour eux, l'OTAN est déjà en guerre contre eux. Et le fait de regarder l'aviation de l'OTAN tout autour de la Russie, provoquer, donner des informations, et tout, à un moment donné, l'armée en avait marre. Donc, ils ont demandé l'ordre à Poutine pour dire, tu nous laisses agir dorénavant, on ne veut plus laisser les avions de l'OTAN collecter des informations, donner nos positions, et c'est nous qui mourrons sur le terrain. Et donc, dorénavant, s'ils font ça, on va les abattre, et s'il faut en découdre, on va en découdre. Donc, voici, Poutine a donné la liberté totale à l'armée russe d'agir comme bon lui semble sur le terrain. Et donc, voilà. Les données ont changé, les choses ne vont plus être comme avant. Ce n'est plus comme avant où ils faisaient n'importe quoi, non. Cette fois-ci, les données ont changé. Donc voilà un peu. Donc le drone a été abattu, ce n'est pas une collision. Ce n'est pas une collision. Et puis, ils ont tellement vanté ce drone, c'est un drone, un truc fugitif. Vous comprenez que la furtivité, ce n'est pas pour les pays militairement avancés, en fait. Parce que eux, ils utilisaient ça, ils pensaient que c'était un drone furtif. Non, c'est un drone que les radars russes repèrent. Ils peuvent utiliser ces genres de drones dans les pays qui ne sont pas technologiquement avancés pour aller même au-dessus de ce pays, collecter des informations. Mais la Russie, un pays comme la Russie, a des différents types de radars qui sont capables de repérer leurs avions soi-disant furtifs. Est-ce que vous les voyez, ils envoient leur F-35 ou F-22 là-bas pour dire qu'ils vont collecter des informations? Ils ne le font jamais. Ils ne le font jamais. Même pourquoi ils ont refusé de vendre leur F-35 à la Turquie? Ils ont dit non, la Turquie possède des systèmes de défense russes S-400 et donc ces systèmes vont collecter des informations au sein contre ces avions pour transmettre ça à la Russie. Donc en retour, ils refusent de vendre l'avion à la Turquie. C'est clair. Ça veut dire leur avion qui disent que c'est furtif, ils ont peur que des systèmes de défense turcs appartenant vendus par la Russie collectent des informations. Même en Ukraine, même en Syrie, Israël possède des F-35. Israël ne les utilise pas pour bombarder la Syrie. Elle utilise toujours les F-16. Parce que Washington a fait comprendre à Israël que il y a les S-400 russes là-bas. Nous ne voulons pas que vous utilisiez les F-35 en Syrie pour ne pas que la Russie collecte des informations sur ça. Voilà, c'est clair. Donc, eux-mêmes, ils sont conscients que leur propre avion qu'ils disent furtif, ce n'est pas furtif pour tous les pays. Il y a des pays où c'est furtif. Oui, en Europe, ça peut être furtif parce que les Européens n'ont pas de vrais systèmes performants. Et donc, comme ils sillonnent le ciel européen et qu'on ne les détecte pas, ils pensent que c'est comme ça pour tout le monde. Mais ils comprennent et ils connaissent leurs limites. Donc, voilà un peu. Oh, à Bakhmut. Bakhmut, vous devez savoir. Bakhmut, ce n'est pas l'armée régulière russe qui est là-bas. C'est le groupe Wagner. Est-ce que vous comprenez? C'est le groupe Wagner. C'est Prigojine qui opère dans la ville de Bakhmut. Donc, les gens de l'OTAN devraient avoir honte parce qu'un groupe paramilitaire qui fait face, je dis bien face à l'armée régulière ukrainienne, accompagnée de tous les mercenaires de l'OTAN, soutenus par l'OTAN, en renseignement, et en armement, et tout ce qu'on peut remarquer. Mais malgré cela, le groupe paramilitaire qu'ils avaient négligé avance quand même. Vous savez, au temps de l'Union soviétique, les pays de l'Union soviétique avaient été construits par des fortifications. Ils avaient mis des fortifications partout, dans chaque ville,
Parce que pour eux, ils étaient en guerre froide avec l'Ouest, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest et l'Amérique. Au cas où il y aurait une guerre entre eux pour qu'ils puissent se défendre. Donc, l'Union soviétique avait construit les différentes villes des pays membres de l'URSS. Donc, l'Ukraine faisait partie, la Biélorussie faisait partie, et j'en passe. Donc, dans chaque ville, ils avaient mis des fortifications, c'est-à-dire des tunnels, il y avait des sous-sols, des trucs. Est-ce que vous comprenez? Des trucs de 6 mètres de profondeur, est-ce que vous comprenez? Et il y avait des trucs, des routes, des couloirs, pour que, au cas où il y a eu une guerre, la population puisse se cacher sous terre. Et c'est comme ça qu'ils avaient aussi construit leur station de trucs de métro et tout. Voilà pourquoi à Kiev, quand il y a des bombardements, ils s'en vont se cacher dans les stations de métro. Ça avait été conçu pour se barricader contre les armes nucléaires et tout. Donc, à Bakhmut, c'est le même cas. C'est une ville non seulement qui est construite, mais il y a des voies souterraines. Est-ce que vous comprenez? Il y a des voies souterraines. Et là-bas, c'est la partie la plus industrialisée de l'Ukraine, l'est de l'Ukraine. La terre est fertile et cette partie est plus industrialisée. Donc, il y a des grandes usines et dans chaque usine, il y a des voies souterraines, du sous-sol, des bunkers. Voilà pourquoi l'opération spéciale n'avance pas vite. Donc, Bakhmut est une ville qui est divisée en deux par un fleuve. L'autre partie du fleuve a été prise totalement par le groupe Wagner. Maintenant, le groupe Wagner devrait traverser le fleuve pour atteindre le centre-ville de la ville en question. Mais pour traverser l'eau, il faut des moyens logistiques. Il faut un pont qui a été conçu normalement, un pont portatif, conçu pour mettre ça pour traverser l'eau. Il faut décharger des chars. Or, de l'autre côté de la rive se trouvent les forces ukrainiennes, où eux-mêmes, ils ont creusé des fortifications à travers au sein de la ville, sans oublier les bunkers, les tunnels qui sont dans la ville. Et donc, un tel truc est risqué. Donc, les membres du groupe Wagner ne peuvent pas traverser l'eau, la rivière, pour rentrer directement dans la ville. Donc, il faut maintenant contourner. Et comme les Ukrainiens le savent, qu'il faut contourner, alors ils ont renforcé le nord et le sud du pays, de la ville. Parce qu'ils savent que, coûte que coûte, c'est là-bas que les forces de Wagner vont passer pour rentrer dans la ville. Parce que ici, là, au milieu de la ville, il y a un fleuve qui les protège. Est-ce que vous comprenez? Il y a un fleuve, donc il y a déjà une barrière naturelle. Ils n'ont pas besoin de fournir d'efforts. Il leur suffit de placer quelques snipers pour empêcher des individus qui aimeraient bel et bien s'infiltrer dans la ville pour les empêcher. Et donc, ils mettent leur armada de l'autre côté. Et c'est ce qui se passe. Mais aujourd'hui, il y a l'usine métallurgique de Bakhmut qui a été pris par Wagner. Cette usine, c'est là-bas. Zelensky s'était rendu pour rendre visite aux combattants aux combattants ukrainiens avant d'aller à Washington. Et donc, cette usine a été prise par Wagner. Mais ça n'a pas été facile. Ça a été une bataille dure, puisque c'est une usine qui avait des fortifications, il y a des tunnels partout. Eux-mêmes, ils l'ont dit que ce n'était pas facile. Et au-dessus du bâtiment, il y avait des snipers qui étaient positionnés partout. Et donc, pour rentrer dans l'usine, il leur a fallu une bataille pas possible. Et tout dernièrement, Zelensky a renforcé ce truc. Il a envoyé au moins 20 000 combattants à Bakhmut. L'autre partie de la ville qui reste là, il a envoyé 20 000 combattants. Il dit qu'ils n'ont qu'à tenir coûte que coûte la ville. Et les combattants qu'il a envoyés, ce sont des forces spéciales. Ce n'est pas n'importe qui. Les membres de l'OTAN qui ont dit qu'il faut renforcer là-bas pour
empêcher la Russie de gagner du temps vite parce que, si vous remarquez très bien, si cette ville tombe, pourquoi Wagner ne va pas devant directement et il veut le coûte que coûte prendre la ville? Parce que c'est très dangereux. S'ils contournent la ville, c'est-à-dire ils laissent Bakhmout, parce qu'ils ont déjà avancé hein, au nord de Bakhmout, là. Ils ont déjà avancé, ils sont déjà sur l'axe Bakhmout-Kramatorsk. Est-ce que vous comprenez? Mais ils pouvaient dire, bon, ils vont à Kramatorsk directement, en laissant des combattants ukrainiens à Bakhmout. Ils sont nombreux. Ils sont entre 20 à 30 000. Ils sont 30 000 combattants qui sont dans la ville. Imaginons, ils disent, bon, on a encerclé la ville, bon, nous, on avance, on les laisse, ils vont mourir de faim. Non. Si ils décident d'avancer et qu'ils laissent ces combattants au sein de la ville, imaginons qu'une contre-offensive ukrainienne se déclenche entre Bakhmout et Kramatorsk. Et que Wagner est au milieu, en train d'avancer vers Kramatorsk, et qu'il y a des combats en cours. Et que ceux qui sont dans la ville de Bakhmout, ils décident de lancer une autre contre-offensive contre ceux qui sont sur l'axe Bakhmout-Kramatorsk. Parce que eux, maintenant, ils veulent sortir de la ville. Donc, ils vont se retrouver entre deux feux. Ceux qui veulent sortir de la ville, ils savent que là où ils sont, c'est déjà fini pour eux. Donc, ils vont se battre à mort pour sortir de la ville. Maintenant, il y a une autre attaque frontale. Donc, ils vont se retrouver entre deux feux. Ce qui va faire que, alors, ils risquent de perdre non seulement leur matériel de guerre, mais ils risquent de perdre leurs éléments. Donc, quand c'est comme ça, ils se disent non, il faudrait qu'on nettoie Bakhmout d'abord avant d'avancer. Pour ne pas que quand on sera devant, il y ait encore des tirs derrière nous. Il y a une autre attaque derrière nous. Voilà pourquoi c'est serré sur Bakhmout. Mais ne vous inquiétez pas. Il y a l'autre front qui avance vers Severodonetsk. Non, vers Severodonetsk. C'est une autre ville. Les trucs avancent là-bas. Et même dans la région du truc de Kharkiv, il y a aussi des combats là-bas. Donc, on parle de Bakhmout, mais ce n'est pas Bakhmout seul. Le front est de 1000 km. C'est un front de 1000, c'est la longueur du front, ça fait 1000 km. Ce n'est pas un front de truc 200 km, c'est 1000 km. Et sur les 1000 km là, tout avance. Pourquoi l'armée russe ne va pas vite? Parce que c'est ce que Kadyrov avait suggéré à Poutine. Il dit non. Lui, Kadyrov, il a dit à Poutine, il dit, lui, il veut où on lance un truc pour aller vite, vite, pour prendre les choses vite, vite. Et c'est là Poutine lui a dit, oui, les premières heures, au début des opérations spéciales, les Russes avaient essayé cette méthode d'aller vite, vite. Est-ce que vous comprenez? Ils avaient essayé la méthode de prendre vite les choses. Donc, ils avaient lancé une offensive sur tout le plan des forces aéroportées, des hélicoptères, tout avait été décollé, tout. Mais, malheureusement, le problème qui a fait que les Russes ont échoué, c'est que ils n'étaient pas rentrés en Ukraine avec assez de force. Un pays qui est plus grand que la France. Un pays de 45 millions d'habitants. Tu ne peux pas rentrer là-bas avec 170 000 hommes et vouloir prendre tout le pays. Même les Américains, pour attaquer l'Irak, qui ne faisait même pas 20 millions d'habitants, ils étaient obligés de rassembler 500 000 personnes. Sans compter l'aide des Anglais qui avaient envoyé 30 000 personnes. Et aussi les Polonais qui avaient aussi envoyé 10 000 personnes pour soutenir les Américains. Donc 30 000 plus 10 000, ça faisait 40 000. Plus les 500 000 Américains, ça faisait 540 000 hommes qui étaient partis en Irak. Hein? L'opération Tempête du désert. Ils étaient nombreux. La Russie est partie en Ukraine avec 170 000 hommes. C'était peu. Or, au sein de l'Ukraine, il y avait assez de conseillers de l'OTAN qui étaient là-bas. Il y avait 300 militaires britanniques qui étaient déjà sur place. Il y avait les Canadiens, les Américains. Ils ont fait croire aux gens qu'ils étaient partis, mais en réalité, ils n'étaient pas partis.
Ils étaient dans le pays en question. La France avait aussi envoyé des militaires pour dire non, c'est pour surveiller l'ambassadeur, mais en question, c'était des combattants. Donc, sans compter les Polonais qui étaient belliqueux, eux-mêmes, leurs soldats étaient nombreux là-bas. Donc, ils ont fait une erreur. Et son armée est rentrée avec brutalité sur le territoire ukrainien. Mais les villes que l'armée russe prenait, il fallait prendre soin de ces villes. Il fallait que d'autres gardent ces villes pour que d'autres avancent. Donc, les forces qui étaient sur le terrain étaient plus nombreuses. Parce que le front était large. En commençant par de Kiev. Vous voyez, du de Kherson jusqu'à Kharkiv, ça fait 1000 km. Donc, imaginons le front qui était de Kharkiv jusqu'à Kiev. C'était un front qui était large, de au moins 2000 km à 3000 km. Vous comprenez? Avec 170 000 hommes, ils avaient pris plusieurs villes. Il fallait sécuriser ces villes. Il fallait que d'autres soldats soient sur le terrain. C'était insuffisant. Les forces étaient insuffisantes. Sans compter ceux qui sont morts. Est-ce que vous comprenez? Donc, la Russie n'avait pas anticipé ça. Et elle n'avait pas de réserve parce qu'elle n'a pas utilisé son armée. Son armée même fait au moins 3 millions de personnes. Mais la Russie n'a pas utilisé son armée nationale russe pour aller là-bas. Est-ce que vous comprenez? C'était des conscrits et des réservistes qui étaient partis avec les gens du Donbass qui se battaient auparavant là-bas, les Tchétchènes qui sont rentrés là-bas. Donc, ça faisait qu'il n'y avait plus assez de main-d'œuvre. Ce n'était pas l'armement qui manquait, il y avait des armes. Le problème, c'était des humains. Ils n'avaient plus assez de soldats. Ce qui a fait qu'ils étaient obligés de se retirer de Kiev. Puisqu'ils voyaient que vers l'est de l'Ukraine, ils avaient peu de soldats. Et donc, pendant ce temps, si l'Ukraine lançait une contre-offensive, l'est qui voulait défendre, les Ukrainiens allaient rentrer dedans comme dans du beurre. Et la Russie ne veut pas engager son armée véritable dans les opérations parce qu'elle ne sait jamais. Au cas où l'OTAN rentrerait en guerre, il faudrait qu'il y ait des militaires professionnels, aguerris, qui ont pour habitude de manier les armes, qui font les exercices partout. Il faudrait que ces militaires-là soient là pour faire face à l'OTAN avant qu'il y ait une mobilisation générale. Donc, la Russie était obligée de rapatrier ses militaires et ses matériels de Kiev jusqu'à vers l'Est. Est-ce que vous comprenez? Et donc, le front de l'Est, il y avait maintenant plusieurs villes qui avaient été prises. Bon. Au sein de ces villes, il y a aussi des résistants ukrainiens. Des bandits ukrainiens qui avaient des caches d'armes, qui menaient des actes terroristes. Il fallait maintenant les chercher pour les dénicher. Et ce sont des grandes villes. Donc, les militaires qui devraient se battre, ils se sont divisés. D'autres maintenant montent la garde dans la ville. D'autres mènent des opérations spéciales au sein même de ces villes pour identifier les bandits qui faisaient n'importe quoi. Et donc, sur le front de l'Est, il n'y avait pas assez de soldats russes pour maintenir le front de l'Est. Voilà pourquoi les Ukrainiens, quand ils ont attaqué vers Kramatorsk, qui n'était pas un point très très essentiel de la Russie ne voulait pas garder Kramatorsk. Elle voulait le Donbass, Lugansk, Donetsk, ainsi que Zaporizhzhia. Donc vers la région de Kramatorsk, Kharkiv plutôt, il n'y avait pas assez de renforts. Donc quand les Ukrainiens ont attaqué là-bas, il y avait peu de soldats russes. On leur a dit de ne pas livrer de combat pour ne pas perdre leur vie. Donc ils n'ont qu'à replier pour rejoindre les autres afin de faire un bon front. Et c'est comme ça, ils ont replié pour mettre une position pour dire, bon, à partir de là, vous ne reculez plus parce que c'est le Donbass, c'est la région de Lugansk, ne permettez plus aux Ukrainiens d'avancer sur ce front. Et donc, c'est comme ça, ils ont rétréci un peu le front
pour faire du front de 2000 à 3000 km, ils ont fait un front de 1000 km. Maintenant, au niveau de Kherson, vous savez, Kherson aussi, c'est une ville qui est dont le fleuve divise en deux. C'est comme un truc Bakhmout. Bakhmout, je vous ai dit, la ville, il y a le même fleuve divise la ville en deux. C'était la même chose à Kherson. Donc à Kherson, les forces russes étaient de l'autre côté. Au milieu de la ville, il y a une rivière. Et c'est large, c'est pas... Le fleuve, c'est un grand fleuve et profond. Ils ont même fait barrage, ça leur produit de l'électricité, donc c'est comme la lagune. Hein? Voilà, eux ils disent Donetsk, donc je vous donne l'image, la lagune qui est au plateau, là, entre plateau et Cocody. C'est une eau comme ça, qui divise la ville en deux. Donc cette eau-là, tu ne peux pas nager pour dire que tu es soldat, tu t'en vas en guerre. L'autre qui est de l'autre côté, il te voit. Il faut des ponts pour faire transporter des matériels lourds. Est-ce que vous comprenez? Sans pont, imaginons en Côte d'Ivoire demain, si c'est chaud et puis on détruit les deux ponts, Félix Houphouët-Boigny et De Gaulle, on fait comment? Les autres qui sont de l'autre côté, ils sont isolés, l'autre, et il n'y a plus de bateau pour traverser. Ils sont, vous comprenez? Abidjan divisé en deux, c'est fini. Donc, c'est comme ça. Donc, les Ukrainiens, quand ils ont lancé leur contre-offensive vers Kherson, avant ça, ils ont détruit les deux ponts. Les deux ponts qui reliaient les deux villes de trucs, qui reliaient les deux côtés, la rive droite et la rive gauche de Kherson. Ils ont détruit ça. Donc, du coup, les forces russes qui étaient de l'autre côté de la rive droite, ils étaient maintenant en danger. Puisque les deux ponts sont cassés, les chars de guerre, non seulement ils ne vont pas recevoir de renfort. Or, les Ukrainiens, ils étaient maintenant à 50 000 personnes. Il y avait 30 000 soldats russes de l'autre côté. Et les Ukrainiens, ils étaient maintenant 50 000. Il y avait des renforts qui venaient, c'est-à-dire des mercenaires, et les Occidentaux leur envoyaient des armes. Donc, eux, ils pouvaient recevoir des renforts depuis Mykolaïev, Odessa. Les armes venaient des Occidentaux et tout. Maintenant, comme les deux ponts qui reliaient les deux Kherson étaient détruits, donc les Russes, ils étaient maintenant incapables d'envoyer du renfort. Non seulement un renfort humain, mais des matériels. Et aussi la nourriture. Voilà pourquoi le nouveau général, le général Armageddon, il a dit, bon, la seule option, il ne veut pas demander à ses forces de combattre là-bas, les 30 000 hommes, ce sont des forces spéciales. Il ne veut pas leur dire de faire front là-bas. Et que la stratégie qu'il aimerait, il a demandé à Poutine qu'il veut que ces 30 000 hommes se retirent de la rive droite de Kherson. Et il va les prendre pour les amener ailleurs. Et que, comme il y a déjà le fleuve, les forces ukrainiennes ne vont pas traverser. Et donc, tout ce qu'il va faire, il va positionner quelques éléments pour surveiller le fleuve au cas où ceux qui veulent s'infiltrer là-dedans, prendre des petits bateaux ou bien des pirogues pour les neutraliser. Et donc, ces 30 000 hommes, ils veulent les rediriger de l'autre côté. Poutine a dit, bon, c'est vous qui êtes les militaires, ce que tu veux faire, qui te semble bon pour sauver tes hommes, alors fais-le. C'est comme ça qu'il a demandé le retrait de ces hommes. Non seulement les habitants qui étaient là-bas, qui étaient des pro-russes, il leur a dit de quitter là-bas pour ne pas se faire massacrer. Il les a envoyés de l'autre côté, d'autres ont été conduits en Russie. Ceux qui ne voulaient pas bouger, ils les ont laissés là-bas. Voilà comment ça s'est passé. Non, 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 non. Ça, c'est pas Hollywood. Ça, c'est la réalité. On ne peut plus traverser la mer. Il y a des missiles à longue portée. C'est pas pour dire tu vas traverser. Quand tu es dans ton bateau, c'est le missile qui s'en va t'accueillir. Avant même de traverser le missile, là même, ça va régler ton compte dans le bateau. Donc, vous comprenez. C'est pas une question de fiction. Hein. C'est avant, ils faisaient des débarquements. De nos jours, là, tu as fait débarquement. Mais pour faire débarquement, c'est que tu as déjà perdu au moins 1 million ou 2 millions.
Ah, c'est qu'il faut envoyer en même temps 1000 bateaux pour venir en groupe. Comme ça, d'autres seront détruits, mais d'autres vont avoir la chance de faire leur débarquement. Mais si tu envoies des gros navires, 3 ou 4 ou 5 gros navires, tu veux faire débarquement, mais ils vont les détruire avant même d'atteindre les côtes de l'autre pays. Et c'est comme ça, de nos jours là, il n'y a plus d'histoire de débarquement. Ce n'est pas dans les années 40. Aujourd'hui, il y a des missiles sol-mer. Il y a des avions pour frapper. Hein? Il y a des trucs. En tout cas, il y a plusieurs moyens pour détruire des navires. On ne peut plus faire des... Sinon, si c'était facile, il y a longtemps, les Russes allaient faire des trucs, un débarquement à Odessa. Ils ne le font pas parce que les Européens ont envoyé des missiles anti-navires là-bas. Et c'est caché dans la ville d'Odessa pour empêcher tout débarquement russe dans cette partie de la région. C'est clair. Donc, voilà un peu. Si c'était les Américains, ils n'allaient même pas essayer un débarquement. Sinon, leurs propres navires allaient être détruits. Tout ce qu'ils allaient faire, leurs navires allaient rester loin pour bombarder et tout. Donc, voilà. En tout cas, Kiev, je ne sais pas. S'il y a des habitants qui fuient Kiev, je ne sais pas si... Mais je n'ai pas encore d'informations concernant Kiev. Mais à ce que je sache, je sais bel et bien que il y a eu une partie de l'armée russe qui est positionnée en Biélorussie. Voilà. Il y a eu une grande partie de l'armée russe qui est positionnée en Biélorussie. Il y a des matériels de guerre qui ont été envoyés en Biélorussie, qui sont là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Mais je me dis, comme les Ukrainiens, ils parlent de contre-offensive, je me dis que si jamais ils lancent une contre-offensive dans l'Est de l'Ukraine, les Russes vont profiter pour lancer une attaque sur Kiev, en fait, pour déstabiliser totalement leur plan. Voilà pourquoi ils sont là-bas, ils sont positionnés, ils ne font rien. Mais si jamais les Ukrainiens lancent une contre-offensive à l'Est, les Russes ont beaucoup de force à l'Est. Là, ils ne sont plus en manque de force. Non seulement ils vont se défendre, mais ils vont lancer une contre-attaque au niveau de Kiev pour bouleverser le plan de l'Ukraine. Puisque l'Ukraine n'a plus de soldats qualifiés réellement. D'après eux, ils disent qu'ils ont 1 million de combattants en ce moment. Ok, ça n'engage que... Mais ces 1 million là ne sont pas qualifiés. Et si ces 1 million sont neutraux, si jamais ils lancent une contre-attaque en ce moment, non seulement ils vont voir leurs soldats être neutralisés énormément, ils ne vont plus jamais avoir la capacité. Et c'est ce qui inquiète Zelensky en fait. C'est ce qui inquiète les Occidentaux. Parce qu'ils disent, si l'Ukraine essaie et que l'Ukraine échoue, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que eux-mêmes, leurs propres soldats, les pays membres de l'OTAN vont se mobiliser pour rentrer en guerre directement parce qu'ils savent que l'Ukraine n'est plus en mesure de mener des opérations? Ou est-ce qu'ils trouveront une solution? Parce que ce que la Chine a dit, la Chine dit qu'elle va proposer une solution de paix. Maintenant, si les Occidentaux, l'objectif de la Chine, c'est de pousser les pays membres de l'OTAN à revenir sur la table des négociations. Parce que c'est ce qu'un général russe a dit. Il a dit, ils se sont entretenus avec les Chinois. Et Xi Jinping, lui, il vient. La semaine prochaine, il va en Russie. Il va là-bas pour faire quoi? C'est pas, sinon, il allait parler au téléphone avec Poutine. Non, il y a des choses concrètes ils doivent se mettre d'accord sur ça, en fait, des points. Ils doivent mettre les points sur les i. Voilà pourquoi Xi Jinping se rend à Moscou. Suite à ça, il va parler avec Zelensky. Il va lui demander de mettre fin et de revenir à la table des négociations, de mettre fin aux hostilités et de revenir sur la table des négociations. Ensuite, la Chine va demander aux pays membres de l'OTAN de revenir sur la table des négociations. Au cas où les pays membres de l'OTAN refuseraient de venir sur la table des négociations et qu'il veut, coûte que coûte, rentrer dans la guerre, c'est-à-dire provoquer la guerre et pousser ça trop loin. En ce moment-là, la Chine prendra position pour dire, bon, nous avons cherché la paix, vous n'avez pas voulu, alors si c'est la guerre, nous allons faire la guerre. Donc voilà ce qu'ils ont dit, que leur objectif, c'est de ramener l'OTAN à la table des négociations, mais si l'OTAN refuse, alors ils vont déclarer la guerre officiellement à l'OTAN. Donc c'est pour ça que
Xi Jinping va en Moscou, il va discuter avec Poutine. Suite à ça, il parlera avec Zelensky. Et ensuite, il va parler avec les Européens. Maintenant, c'est à eux de voir. S'ils ne veulent rien savoir, alors la Chine prendra position officiellement et la guerre va se déclencher. Donc, voilà ce que j'ai appris par rapport aux informations. Donc, voilà un peu. Donc, la balle sera dans le camp des Occidentaux. Est-ce qu'ils veulent réellement la guerre officielle ou est-ce qu'ils veulent les négociations? Donc, ils vont leur donner la balle pour dire, bon, c'est à vous de décider. Soit vous négociez et vous voyez les préoccupations de Moscou, soit vous refusez, que vous dites, bon, on va battre Moscou sur le champ de bataille, alors la guerre va être déclenchée officiellement. Ce que vous voulez faire, vous allez le faire. Donc, on voit un peu. Non, je n'ai pas écho de Kazakhstan aurait fermé le truc. Entre le Kazakhstan et la Russie, il n'y a aucun souci. Hein. Non, la ville d'Odessa ne sera pas attaquée en ce moment. Parce que Odessa, si jamais la Russie prend Odessa, c'est fini. L'Occident quitte un truc derrière l'Ukraine directement. Ils vont négocier les Russes. Les Occidentaux, ils veulent avoir une base militaire dans la mer Noire. Et ils pensent que Odessa est mieux placé, ainsi que le trafic des trucs, des céréales et tout. Voilà pourquoi ils sont derrière l'Ukraine. Ils ne veulent pas que Odessa tombe dans la main de la Russie. Maintenant, Odessa est rempli de missiles anti-navires. Il ne peut pas avoir de débarquement tout de suite à Odessa. Pour prendre Odessa, il faudrait que les Russes reprennent l'autre côté de Kherson, lancent une offensive sur Mykolaïv avant d'arriver sur Odessa. Et pour ça, il faut mobiliser beaucoup d'hommes. Mais pour le moment, l'objectif de la Russie, ce n'est pas de mobiliser beaucoup d'hommes et lancer les gens sur le champ de bataille. Parce que c'est ce que le truc Hamza Kadyrov lui a proposé. Il a dit non. Au début, on a fait cette erreur. On a lancé beaucoup de trucs. On a lancé une opération de grande envergure. On a pris beaucoup de trucs de territoire en même temps, mais on n'était pas préparé à sécuriser ces territoires et tout. Donc maintenant, on ne va plus faire les mêmes choses. On va aller doucement, doucement pour avoir moins de pertes de vie humaine. Et aussi, pendant qu'on prend, on va fortifier nos arrières et préparer nos arrières. Donc, du coup, chaque ville, chaque territoire qu'on prendra, on va fortifier ça pour éviter qu'au cas où il y aura une contre-offensive ukrainienne, pour ne pas qu'on perde ces terrains. Donc, voilà la stratégie qu'ils ont adoptée. Donc, Ramzan Kadyrov dit, ok, donc il respecte les décisions du chef d'état-major des armées et que c'est une bonne stratégie. Et que bon, lui, il voulait qu'il lance une opération de grande envergure pour prendre vite. Ils ont dit non, il faut doucement, doucement. Donc voilà, ça c'est la stratégie russe. Chacun a sa méthode. Donc voilà un peu. Non, je dis Bakhmut, il y a des mercenaires. Mais les forces spéciales russes accompagnent. Le champ de bataille, c'est 1000 km. Donc, quand je dis il y a forces spéciales russes là-bas, ça ne veut pas dire qu'ils sont à Bakhmut. C'est un front de 1000 km. Les forces spéciales, c'est la garde républicaine russe qui accompagne. Ils n'ont pas tout pris. Ils ont pris quelques-uns parce que eux, ils sont aguerris. C'est des gens, ce sont des spécialistes pour certaines missions. Hein? Donc, ceux-là, ils ont pris un peu pour épauler les autres forces, les conscrits et consorts. Parce qu'on ne peut pas abandonner les conscrits, hein, et les mobiliser là face aux forces de l'OTAN, aux mercenaires de l'OTAN, aux forces de l'OTAN déguisées en mercenaires. Ce sont des gens qui sont aguerris. Donc, il faut en face des spécialistes aussi russes qui sont aguerris, qui les maîtrisent bien pour épauler les petits qui ont été les construits et aussi les trucs, les mobiliser pour les épauler pour qu'ils puissent mieux mener les opérations sur le terrain. Donc, voilà, c'est ce que je disais.
Oui, j'ai dit Wagner a pris déjà l'usine où Zelensky s'était filmé avec ses militaires. Wagner est déjà rentré là-bas. Depuis ce matin, ils sont rentrés dans un truc. Or, cette usine a des passages souterrains qui mènent directement dans la ville. Donc, en prenant cette usine, avec ces passages souterrains, ils peuvent atteindre au centre de la ville de Bakhmut. Mais le problème, c'est que ces passages seront minés. Il y aura aussi des Ukrainiens dans certains couloirs, donc ils ne vont pas aller directement comme ça. Mais les opérations continuent. Avant-hier, ils étaient à 1,2 km de la ville, du centre-ville. Mais je pense qu'ils ont dit, parce que j'ai eu des informations, ils ont dit, bon, Wagner maintenant avance vite. Avance vite. Donc les renforts de 20 000 militaires ukrainiens, ça n'a rien apporté. Ils vont encore se faire décimer là-bas. Ça n'a rien apporté, ça n'a rien changé. Ils n'ont pas repoussé Wagner et Wagner est en train de les mater. Donc voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de Zelensky. Voilà, tu vois, on maltraite tes militaires, tu envoies 20 000 hommes. Ces 20 000 hommes, tu pouvais les préparer pour lancer une petite contre-attaque. Hein? Dans une région ailleurs, je ne sais pas quoi, mais ce mec, il a un problème mental. Donc voici un peu ce que je tenais à vous dire. Je vous souhaite une très bonne nuit. Non, Bakhmut n'est pas encore tombé. Les combats se poursuivent. Les combats se poursuivent. Puisque Zelensky dit qu'il ne faut pas. Parce que si Bakhmut tombe, Sloviansk et Kramatorsk sont menacés. Parce que face à ça, il n'y a plus de grandes villes en route. Ce sont des petits villages et autoroutes qui se trouvent là-bas. Donc si Bakhmut tombe et qu'il y a eu une offensive, c'est directement à Kramatorsk ou Sloviansk. Parce que ce sont des petits villages qui sont maintenant en route. Et voilà, les deux grandes villes qu'on trouve encore, c'est Kramatorsk et Sloviansk. Et en route, ce sont des petits villages. Or, les villages peuvent facilement tomber. Ce n'est plus des villes pour dire qu'ils vont mener des combats des semaines et des semaines. Et ce que j'ai appris, c'est que les Ukrainiens commencent à faire des barricades à Sloviansk et à Kramatorsk. Ils mettent des dents de quoi là, dents de lion, bien quoi là. Ils creusent, ils font déjà des trucs. Même au sein du truc des deux villes, ils commencent à faire des trucs, ouais, pour fortifier les deux villes en fait, pour attendre les Russes parce que ils sont convaincus que quand Bakhmut va tomber, les Russes vont se diriger là-bas et que ça serait un boulevard. Donc voilà un peu leur inquiétude. Voilà pourquoi Zelensky dit qu'il ne faut pas, Bakhmut va tomber. Voilà pourquoi il envoie, parce que les deux capitales du Donetsk, c'est Sloviansk et Kramatorsk. Ce sont les deux grandes villes. Et c'est là-bas, ces deux grandes villes-là, c'est là-bas qui... ce sont ces villes qui sont les bases arrière des forces de l'OTAN et de l'Ukraine. Et c'est de là-bas, ils distribuent, ils dispatchent les différentes forces sur le territoire de l'Est de l'Ukraine. Donc si Bakhmut, Kramatorsk et Sloviansk sont attaqués et que ça passe dans la main de la Russie, alors une contre-offensive ne pourra pas être fructueuse puisque derrière Sloviansk se trouve le Dniepr. Derrière Donetsk se trouve le Dniepr. Derrière Kramatorsk se trouve le Dniepr. Donc, il y aura un barrage même artificiel. Donc, du coup, ils auront du mal à lancer une contre-offensive pour libérer ces villes. Or, si les Russes sont proches de ces deux villes et qu'il n'y a plus de trucs de neige, mais les Ukrainiens seront coincés puisque derrière ces villes se trouve un fleuve. Donc, ils vont faire comment pour avoir des échappatoires? Si ils sont en train d'être entourés, derrière c'est l'eau, les Russes vont casser les ponts. Ils font comment? Ils seront pris dans des trucs comme Mariupol. Voilà pourquoi ils ne veulent pas que les Russes s'approchent de la ville. Mais qu'ils veulent ou pas, écoutez, ces villes seront rapprochées, il y aura des combats là-bas. D'ici, ils vont dire 3 mois, vous allez voir Kramatorsk et Sloviansk seront attaqués. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Même si Zelensky... Parce que si même ils attaquent Kiev, et que Zelensky...
Parce qu'il faut comprendre, est-ce que la population de Kiev aime les Russes? Parce qu'avant de maîtriser une ville, il faut maîtriser la population qui est là-bas. Tu vas prendre la ville et que la population ne t'aime pas, il va avoir des attentats sur tes militaires et tout. Ils vont. Est-ce que vous comprenez? Même si Kiev était attaqué, est-ce que vous comprenez? Si Kiev était attaqué, Zelensky il va fuir. Même s'il est en Europe, les Européens dans l'autre, ils vont lui dire de faire des vidéos, des montages pour faire monter les trucs, le moral des Ukrainiens à continuer le combat. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de prendre Kiev. Si les Russes prennent Kiev, ils vont déclarer Lviv comme seconde capitale et que Zelensky est là-bas. Vous comprenez? Donc ils sont dans une logique de se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Donc ce n'est pas la peine de dire, bon, capitale, même s'ils prennent Kiev, les Occidentaux vont faire tout, ils vont prendre leurs ambassadeurs et tout, ils vont dire, bon, les ambassades maintenant sont à Lviv, c'est là-bas le siège de Zelensky, et qui gouverne toujours le pays, les Ukrainiens, battez-vous, et ils vont toujours les pousser en fait. Ça ne sert à rien d'attaquer Kiev. L'objectif, c'est de prendre tout l'est de l'Ukraine. Quand ils vont voir qu'ils perdent du terrain et que leur terre fertile qu'ils ont, leur terre riche, leurs usines, ils perdent ça, one by one, les Ukrainiens vont commencer à se poser des questions. Mais tu dis on allait gagner, mais dans l'histoire de libérer tout le pays, là, on voit que le pays est en train d'être envahi petit à petit. Zelensky, qu'est-ce qui se passe? Il faut négocier avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est ça qui va faire que Zelensky va comprendre. Sur ce, on se laisse. Ciao, on est ensemble.